dans le monde. Chers citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, la donner la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unie dans la voie du ciel, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour spécial à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Bienvenue sur notre plateforme, le lieu où nous cherchons à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Merci encore de nous faire confiance. Dans les sujets d'analyse politique, nous aurons 3 sujets. Le troisième sujet, le père Alexis Diette nous donne une solution contre le populisme. Dans le deuxième sujet qui est tiré de l'avenir.ci, reprise ou prolongation de l'enrôlement, élections au Ghana et au Sénégal, le ministre Mamadou Touré s'est prononcé et a complètement brisé les rêves de l'opposition ivoirienne. Mais le premier sujet que nous allons aborder est un sujet que tout le monde connaît déjà. C'est celui de Billon, Jean-Louis, qui a complètement vitrifié Tidiam Thiam hier 12 décembre 2024. Mais bien avant que d'aborder ce premier sujet et le reste des sujets, il est important de signaler que le directeur de l'OSER, l'Office de la sécurité routière en Côte d'Ivoire, son directeur qui s'appelle M. Étienne Kouakou, il a donné le bilan des accidents dans les différentes communes d'Abidjan. Et c'est depuis le 5 décembre 2024 qu'il a donné ce bilan que des accidents qui sont causés dans les différents quartiers d'Abidjan, en 2023 bien sûr. Et la commune qui est la première en termes d'accidents de Gbaka, c'est Abobo, avec 140 accidents. La commune qui est deuxième dans accidents de Gbaka, c'est Yopougon, avec 121 accidents. Et la commune qui est troisième, c'est Cocody, avec 102 accidents. Donc vous comprendrez aisément que les 3 premiers, sinon les 3 premières communes dans accident de Gbaka, c'est Abobo, Yopougon et Cocody. Ça doit nous interpeller quand on voit le nombre très élevé des accidents que je viens de citer. Et ces chiffres-là ont été obtenus à travers les propos du directeur de l'OSER. Mais ce n'est pas tout. On se souvient aussi que le 6 décembre, il y a eu un accident à Brokwa, dans la région de Saint-Fra, qui a causé la mort de 29 personnes et 23 blessés. Ce sont des choses assez tristes. Pourtant, c'est évitable. Surtout que la raison principale de ces accidents, c'est toujours l'imprudence, l'insouciance, le manque de conscience professionnelle. On fait semblant d'oublier que dans toute chose, il y a forcément un danger et qu'on ne calcule jamais ces risques-là. Et donc, face à toutes ces difficultés et à cette injustice, le ministre du Transport, M. Amadou Koné, a décidé de mettre en place des nouvelles mesures pour pouvoir aider à sauver la vie des Ivoiriens. Et parmi ces mesures-là, vous trouverez par exemple le contrôle intelligent des infractions. Ça veut dire grâce au radar, grâce aux équipements mobiles, ils vont essayer de capter tous ceux qui sont dans des vitesses excessives. Ils vont essayer
de faire baisser les vitesses sur nos routes qui étaient déjà de 79 km/h en 2021. Aujourd'hui, nous sommes à 59 km/h en 2024. Il y aura aussi la police spéciale de la sécurité routière, en abrégé PSSR, qui va rentrer en action. Et cette unité-là, son rôle, ça sera d'être sur les routes pour contrôler de façon très rigoureuse, sans pitié. Et puis, ils vont sanctionner les comportements dangereux sur nos routes. Ça aussi, vous allez voir ça. Il y a une autre troisième décision qu'il a eu à prendre. Ce sont les enquêtes approfondies de la BEA. C'est-à-dire que chaque accident, surtout grave, fera l'objet d'une analyse pour identifier les causes et corriger les défaillances. Quand les accidents se passent, ils vont mettre en place une cellule qu'on appelle la BEA qui va analyser les accidents, comprendre les raisons et à partir de ces raisons-là, essayer d'adapter et d'améliorer les conditions pour éviter les accidents. Aussi, les permis à points là, ils vont insister dessus. Tous ceux qui vont commettre des mauvaises conduites, qui vont mal se comporter sur les routes, ils vont perdre des points. Comme ça, pour ne pas perdre leur permis, les gens vont être beaucoup plus responsables dans les rues. Le premier sujet, comme je le disais, la vitrification de Tidiam Thiam par Jean-Louis Billon. Ça s'est passé où? Ça s'est passé quand? Et ça s'est passé comment? Ça s'est passé hier, jeudi 12 décembre 2024. Jean-Louis Billon a été invité à l'émission Sans réserve, qui était animée par M. Ali Djarasouba. L'émission a duré pratiquement 43 minutes. Jean-Louis Billon ne s'est pas montré un enfant de cœur vis-à-vis de Tidiam Thiam. Il y aura bientôt une course pour indiquer celui qui sera candidat à l'élection présidentielle de 2025 au sein du PDCI. Et avant cette investiture-là, Jean-Louis Billon démontre que lui, il est plus près que Tidiam Thiam. Et par exemple, je prends ces mots au style direct. Il dit comme ça que, par décence, en toute honnêteté, Tidiam Thiam ne devrait pas être candidat. Ça veut dire, si on veut être honnête, si eux veulent être honnêtes, les gens du PDCI, et si les gens du PDCI n'ont pas honte, Tidiam Thiam ne doit pas être candidat. Jean-Louis Billon dira comme ça, il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Comment peut-il parler d'éducation? Il ne s'est pas soigné ici. Ce sera difficile de parler de santé. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Alors, aborder la fiscalité ou l'économie serait compliqué. Voilà quelqu'un qui n'a jamais mis un de ses enfants à l'école en Côte d'Ivoire, mais qui veut nous parler de l'école ivoirienne. Voilà quelqu'un qui ne s'est jamais soigné en Côte d'Ivoire, mais qui veut nous parler comment lui va améliorer la santé en Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un, quand le ministre Amédée Pierre le disait, ça pouvait encore choquer. Mais Jean-Louis Billon vient confirmer que Tidiam Thiam n'a jamais payé ses impôts en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il peut parler des impôts et de l'économie en Côte d'Ivoire? La sortie musclée de Jean-Louis Billon, qu'on le veuille ou pas, ça démontre à suffisance qu'il y a des tensions au sein du PDCI et qu'il y a des oppositions. Tout au moins, Tidiam Thiam et Jean-Louis Billon sont opposés. C'est ce que tout le monde voit aujourd'hui, même si certains ne veulent pas l'admettre. Nulle part il n'est interdit à un militant du PDCI de dire qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Quand vous êtes un acteur politique et membre actif, vous aspirez naturellement à la mission
la plus noble. Je ne transgresse aucune règle. Peut-être que je suis en campagne avant les autres, mais je regrette que les autres ne soient pas en campagne, car l'échéance est proche. On ne s'improvise pas candidat à la dernière minute en pensant pouvoir gagner. Ça, c'était encore des propos de Jean-Louis Billon pour montrer que si lui aujourd'hui, il fait campagne, c'est parce qu'il se sent plus prêt, plus déterminé que Tidiane Thiam. Il y a ceux qui l'induisent en erreur, lui faisant croire qu'il peut remporter l'élection, mais en toute honnêteté, je pense qu'il ne peut pas, en raison d'une absence trop longue du pays. Jean-Louis Billon nous dit que Tidiane Thiam, qui est resté trop longtemps, plus de 23, 24 ans, voire d'années, en dehors de la Côte d'Ivoire, ne maîtrise absolument aucune réalité de notre pays, de sorte que c'est un handicap très lourd qui va faire qu'il ne peut pas être utile aux Ivoiriens parce qu'ils ne connaissent pas le terrain politique. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent « fais ceci, fais ça, fais ci ». Mais ça ne marche pas comme ça. Tidiane Thiam, tellement il est déconnecté de la réalité ivoirienne, il est obligé d'utiliser des personnes en Côte d'Ivoire qu'on appelle des repéros. En général, les repéros, ce sont ces petites gens qui refusent de travailler. On va les appeler ici des parasites. Et qui s'accrochent à quelqu'un dans le quartier en espérant que, se mettant bon soin de cette personne-là, ils vont retirer quelques avantages. Et puis maintenant, eux, ils vont vivre aisément sans travailler. Et donc, quand Tidiane Thiam est venu, il a regroupé tous les repéros du PDCI et surtout les mauvaises compagnies comme des idiots qui se font passer pour des sages et qui l'ont fortement induit en erreur, de sorte que tout ce qu'il prend comme décision, quand vous remarquez, ça ne marche pas. On a même vu ici qu'il ne maîtrise même pas les ressources humaines du PDCI, de sorte qu'il allait même nommer des cadavres et des personnes qui ne sont même plus militants du PDCI. Mais, comme les choses sont ce qu'elles sont, nous allons ici vous faire jouer une petite partie de ce que Jean-Louis Billon a dit et on va essayer d'expliquer au mieux que nous pourrions. Vous savez, j'ai toujours défendu le parti. Je suis PDCI. Et si le PDCI existe encore, c'est grâce à des personnes comme moi et d'autres qui se sont battus pour que le PDCI existe. Et donc ici, Jean-Louis Billon nous dit, si le PDCI existe aujourd'hui, ça veut dire que ce sont des personnes comme lui, Jean-Louis Billon, qui sont restés au moment les plus difficiles pour maintenir le PDCI. Et aujourd'hui, la grande différence entre lui, Jean-Louis Billon et Tidiane Thiam, c'est qu'au moment où le PDCI avait besoin de personnes pour pouvoir rester sur pied, Tidiane Thiam n'était pas là. Et donc, il convoque ici un devoir de reconnaissance et un devoir de gratitude vis-à-vis de ceux qui ont accepté de combattre au moment où les choses étaient difficiles. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les choses sont devenues intéressantes que Bédier est mort, que le PDCI est bien en point. Celui qui vient, c'est une convocation qu'il fait aux gens du PDCI pour leur dire « Soyez un peu reconnaissants, ceux qui étaient là pour se battre quand le PDCI était en train d'aller en lambeaux, ne soyez pas ingrats vis-à-vis de ces personnes-là, parce que sans ces personnes, il n'y aurait pas de PDCI aujourd'hui. » Donc, c'est pas aujourd'hui que ceux, je le dis clairement, ceux qui étaient planqués à un moment donné se réveillent subitement pour se souvenir que le PDCI existe, et heureusement, grâce à nous, pour pouvoir en parler. Voilà. Il dit donc, quand il dit ceux qui se sont planqués, ici, il faut savoir que se planquer, c'est un acte de lâcheté. Il dit, on ne peut pas confier le destin du PDCI à quelqu'un qui a peur d'affronter la difficulté et dès qu'il y a une difficulté, il se cache. Mais si vous confiez, est-ce que Oufo est un lâche? Mais si vous confiez le PDCI à un lâche, quelqu'un qui est toujours prêt à se cacher dès la première difficulté, est-ce que vous êtes sûr que vous-même là, c'est un choix honnête que vous faites? Est-ce que c'est un choix pertinent que vous faites? Quand on vous écoute, quand on vous entend, comme moi je vous entends là tout de suite, en tout cas, j'ai le sentiment que vous avez l'impression d'avoir été victime d'injustice au sein du parti. Beaucoup de personnes ont été victimes et sont aujourd'hui victimes d'injustice au niveau du parti. Bon. Le moment venu, ces personnes s'exprimeront.
Et moi, j'attends la convocation précise du Conseil de discipline pour exprimer tout cela. Ce sera le... Et donc ici, à travers cette question-là, Jean-Louis Bion dit que depuis que Tidiane Thiam a pris le PDCI, le mode de fonctionnement de ce parti, c'est l'injustice. L'injustice, et je l'ai cité ici à plusieurs reprises, comme Tidiane Thiam, qui a des plaintes à l'international, c'est-à-dire aux États-Unis, en Suisse et à travers des Chinois aussi qui a des plaintes par exemple, peut être choisi comme candidat sur la base que Guy Kahué a des poursuites judiciaires en Côte d'Ivoire. Les deux sont dans les mêmes conditions et la condition même de Tidiane Thiam est encore plus grave, que ce soit en termes de nombre et en termes même de grandeur nature. Mais le PDCI seul, avec les repéros, qui sont une bande de haineux, de tribalistes, les repéros là, ce sont les Brédoumi, ce sont le vieux Boni Kopli, ce sont les petits excités que Tidiane Thiam a mis autour de lui. C'est ceux-là qui sont les repéros. Et c'est eux qui manipulent Tidiane Thiam et qui prennent les décisions. Et donc, toutes ces injustices, on les a vues lorsque le PDCI se cherchait un président de parti. Et c'est de ces injustices-là que Jean-Louis Bion est en train de parler ici. Il dit, comme les gens l'ont convoqué, le conseil de discipline du PDCI, quand il sera là-bas, il va leur dire ces vérités-là en face. Et depuis longtemps, nous disions cela sur notre plateforme ici. Pour nous autres EPV, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il suffisait de lire entre les lignes, d'être réaliste et de poser le diagnostic de façon froide. Et donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Peut-être qu'au PDCI, c'est eux que ça surprend, mais c'est des choses qui étaient prévisibles. L'occasion de dire des choses et d'échanger franchement. L'injustice vient d'où? C'est depuis le rappel à Dieu du président Henri Konan Bédié, qui a été suivi de l'avènement du président Tidiane Thiam. Oui, je dirais que le processus même électif pour choisir le président a été jonché de pas mal d'irrégularités et pas mal d'injustices. En français simple, un exemple d'injustice, le choix, l'intronisation, l'imposition tribalique de Tidiane Thiam à la tête du PDCI, ça s'est fait pas selon des normes démocratiques, mais ça s'est fait comme si on était à l'intronisation d'un chef baoulé. Il faut dire les choses clairement, parce que tourner autour du pot, c'est une perte de temps. Et donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Tidiane Thiam, là, c'est comme si c'est la tradition baoulée qui avait été convoquée, et puis maintenant, on a pris Johnny Walker, le vin, là, et puis on verse à terre, on fait des libations, et puis on dit, bon, toi, il faut te mettre ici, c'est toi qui es devenu le président du parti. Ils n'ont pas respecté les règles, ni les textes du PDCI, ni les règles démocratiques. Mais ils ont plutôt respecté la culture à Caen au nom de la promotion de la haine tribale pour imposer Tidiane Thiam. Et ils trouvent que cela, c'est triste. Et ils veulent refaire la même chose encore à travers la convention qui va désigner le candidat du PDCI à l'élection électorale de 2025. Moi, je n'ai pas apprécié la manière dont ont été traitées certaines personnes, et notamment le secrétaire exécutif sortant, Maurice Kakou-Gikawe, qui s'est battu pour le parti. Et donc, il dit, par exemple, quand il prend l'exemple de Maurice Kakou-Gikawe, qui a sacrifié tout pour le PDCI est devenu aujourd'hui un parti très ingrat, qui vient rappeler à ceux qui se sont battus pour lui, pourquoi vous vous êtes battus, ça devient un crime quand on retrouve un Tidiane Thiam qui n'a rien fait, à qui on veut donner tous les droits. Il dit que lui, il a trouvé ça très injuste. C'est presque comme si on lui reprochait de s'être battu en disant qu'il a été en prison et tout. Mais bon, si vous n'avez pas de combattant politique, c'est la négation même du combat politique. Hein. Il dit, mais c'est quel parti politique si vous n'avez pas des gens qui peuvent donner leur dos pour se battre là-haut? Si tout le monde veut fuir comme Tidiane Thiam là-haut, est-ce que le PDC allait être là? Est-ce qu'à l'avenir, si vous prenez des gens qui savent se planquer et qui n'ont pas le courage de se battre, et que vous blâmez ceux qui se battent et ceux qui se sont battus, et ceux qui ont une histoire bien connue du PDCI, dans le PDCI, et ceux qui ont des acquis réels que tout le monde peut voir, il dit, est-ce que le PDCI va survivre? Donc, et pour ça, j'ai trouvé ça très, très maladroit et très injuste. Certains disent que Jean-Louis Bion est en mission pour casser du PDCI RDA
en vue de faire la part belle, par exemple, au parti au pouvoir, le RHDP. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Écoutez, Jean-Luc. Il y a des gens qui disent que tout ce que Jean-Luc Bion est en train de faire là, c'est devenu maintenant leur arme pour se protéger. Parce que vous savez, l'être humain a cette capacité de toujours trouver des mécanismes de défense. Ah non, c'est le RHDP qui est en train de pousser Jean-Luc Bion pour essayer de diviser le PDCI. Pourtant, ce n'est pas le RHDP qui a décidé quand ils ont intronisé Tidiam Thiam. Ce n'est pas le PDCI qui va aller désigner le candidat du PDCI. En réalité, c'est une fuite en avant. C'est un manque de responsabilité qu'ils ne veulent pas assumer. Et donc, face aux difficultés qu'ils sont en train de voir, ils veulent trouver quelqu'un sur qui mettre toutes leurs limites pour essayer de se satisfaire. Mais cela ne résout pas vos problèmes parce que Jean-Luc Bion vous donne la réponse. Jean-Luc Bion. Si c'était le cas, ça aurait été fait depuis longtemps. Si je me suis battu et que j'ai pris tous les coups que j'ai pris au niveau de mon entreprise et partout pour que le PDCI existe, je pense qu'on ne peut pas me dire que je suis celui qui fragilise le parti, bien au contraire. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont en train de fragiliser le parti, il y en a d'autres qui induisent le président du parti en erreur, qui lui font croire qu'il peut l'emporter, alors que moi je pense, toute honnêteté, que lui ne peut pas remporter une élection en raison d'une absence trop longue du pays. Et donc, il dit non. Ce qu'on peut manipuler là, il dit ce n'est pas lui. Il dit lui actuellement là, lui il est chef d'entreprise. Lui il a la CIFCA. Mais lui là, on a lancé des procédures contre lui pour payer les impôts. Et que lui là, au nom du PDCI là, lui il a pris des coups dans son entreprise. Mais il est resté et il a résisté. Qui est au pouvoir aujourd'hui? C'est les gens du RHDP. Et donc, ça n'a rien à voir. Dans la vie, chacun est en train de défendre ses intérêts. Et donc, la vraie réalité, c'est que le PDCI là, Tidiam Thiam a peur de la compétition. Il dit, ce n'est pas le RHDP qui est venu, lui, à lui, Tidiam Thiam, lui dicter d'être candidat, ou bien de lui dire qu'il peut avoir des ambitions. Donc là, lui, il a affronté l'adversité, il a connu la difficulté, et il est toujours resté parmi les Ivoiriens. Il n'est pas une soupe qui est apparue sur la sauce à la dernière minute. Et donc, contrairement à ce que les uns et les autres veulent faire croire, lui, Jean-Luc Bion, est mieux outillé parce qu'il est toujours resté avec les Ivoiriens, parce qu'il connaît mieux les réalités de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler, comme Tidiam Thiam, qui est manipulé par un groupe d'individus. Et ces individus-là, tellement Tidiam Thiam a duré hors du pays, ce sont ces personnes-là qui sont en train de le conduire dans l'erreur. Il dit, ça c'est la grande différence entre lui, Jean-Luc Bion, et puis Tidiam Thiam. Et quand le débat politique va commencer, il sera complètement exclu de ce débat politique parce que... Il dit, lorsque le débat politique va commencer, une des graves erreurs que le PDC est en train de commettre, c'est que quand on va aborder les vraies questions qui intéressent la vie des Ivoiriens, leur quotidien là, Tidiam Thiam sera perdu dans le film. Son absence prolongée va lui interdire de participer à certains sujets qu'il n'a pas vécu, qu'il n'a pas quotidiennes, pour qui j'ai beaucoup de respect. Il dit, lorsqu'on va rentrer dans ces sujets-là, Tidiam Thiam sera perdu. Parce qu'en réalité, là, ils sont tous du PDC. Lui, Jean-Luc Bion, comme Tidiam Thiam. Mais Tidiam Thiam ne maîtrise pas les réalités du pays. Il va aller dire quoi devant les Ivoiriens? Est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. C'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il dit, lorsque Tidiam Thiam quittait la Côte d'Ivoire, il y avait seulement 18 millions d'Ivoiriens. Aujourd'hui, pratiquement, on aura 30 millions. Il a pris le cas de Yopougon. Il dit, au moment où il quittait, Yopougon avait 700 000 habitants. Aujourd'hui, Yopougon a presque 2 millions d'habitants. Il dit, mais Tidiam Thiam, tu es dépassé par les événements. Tu ne maîtrises pas les événements. Et ce n'est pas par procuration, ce n'est pas des gens qui vont se promener pour te donner les informations. C'est la vraie vie des Ivoiriens que tu veux venir gérer.
Tu n'as pas été en Côte d'Ivoire. Tes enfants, là, tu ne les as jamais mis à l'école en Côte d'Ivoire. Comment toi, tu sais que les gens souffrent? C'est pourquoi tu allais dire devant les gens, dans des maisons en banco ou bien en bambou, que toi, tu vas venir poser panneaux solaires sur des maisons en bambou et puis tu vas mettre climatisation dedans. Ça, tu ne maîtrises rien. Et quand tu parles comme ça, là, les gens voient que tu ne maîtrises rien. Ce que tu dis et puis ce que Jean-Louis Billon dit là, les faits te rattrapent. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé. Il dit, bon, avant de parler de la santé là-haut, toi-même là, tu t'es une fois soigné dans un hôpital en Côte d'Ivoire. Sinon, tout le monde sait que Bédier est mort dans un hôpital en Côte d'Ivoire. Hein. Mais toi, tu vas venir parler de santé. Mais tu parles à quel type d'Ivoirien? Ce n'est pas à l'Ivoirien qui vit les problèmes de la Côte d'Ivoire. De la même manière que tu as fui physiquement les problèmes de la Côte d'Ivoire, toi là, c'est à l'extérieur que tu traites tous tes problèmes, tu scolarises tes enfants. Donc, tu es déconnecté de la réalité des Ivoiriens. Et c'est ça la grande différence entre toi, Tidjam Thiam, et puis lui, Jean-Louis Billon. Lui connaît les réalités, il a été toujours là. Et si le PDC veut être honnête, et le PDC veut se donner un candidat que les Ivoiriens connaissent, et qui connaît les Ivoiriens, ça ne peut pas être Tidjam Thiam, mais ça sera lui, Jean-Louis Billon. En Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Hein. Il dit, bon, Tidjam Thiam, quand tu étais là pour parler de l'IDH vous dit, il n'y a pas d'école, il n'y a pas il y a la santé, et etc. en Côte d'Ivoire. Il dit, mais tu es mal placé. Il dit, toi-même, là, tu n'as jamais payé 5 francs en impôts depuis que tu es sur la planète Terre. Tu n'as jamais payé 5 francs en impôts. Ça veut dire le mécanicien du quartier, la vendeuse de Kokobaka, et la vendeuse de galettes, elle, là, elle paye des taxes à la mairie. Toi, là, depuis que tu es sur la planète Terre, tu n'as jamais payé 5 francs qui est rentré dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Alors que moi, Jean-Louis Billon, j'ai une entreprise, j'embauche des Ivoiriens, je paye des impôts, je paye des taxes. Il dit, voilà la grande différence entre toi et moi. Moi, là, à travers ma vie, mon entreprise, là, j'impacte sur la vie de certains Ivoiriens. Moi-même, là, je suis payeur d'impôts. Alors que toi, Thiam, tu n'as jamais payé d'impôts. Donc, ce n'est pas toi qui peux venir nous parler d'économie en Côte d'Ivoire. Tu ne maîtrises pas aussi ce sujet-là. Si c'était un militant du RHDP ou même de l'opposition qui le disait, tu pourrais te plaindre. Mais c'est moi, Jean-Louis Billon, militant PDCI, qui est en train de faire ton cassement de papo pour dire que vrai, là, tu ne vaux rien. Ça, là, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore. Il dit, c'est des exemples seulement qu'il a pris. Sinon, là, il peut te guinzer sur plusieurs autres points. Il dit, il y a plusieurs autres cassements de papo qu'il peut faire là, pour te guinzer devant tout le monde, pour montrer que tu ne maîtrises rien. Mais il va s'arrêter là pour le moment. La Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Il dit, la Côte d'Ivoire, là, c'est pas seulement dire je suis petit-fils du fouet, et puis parler un petit français, et puis se jouer les bluffouets, les magnoyés, on m'a jamais vu, et puis prendre des repéros, les amener pour essayer de faire du bruit, là. Il dit, c'est pas ça la Côte d'Ivoire. Tu as mis les gens sur Internet pour crier là, ça t'a amené où? Tout ce que tu es en train de faire là, les Ivoiriens même ne te connaissent pas. Il dit, quand Gbagbo était au pouvoir là, quand Gbagbo allait taguer les gens au siège du PDCI là, est-ce que tu connais ça? Quand Gbagbo était en train de mettre les escadrons de la mort derrière les gens, est-ce que tu as connu ça? Quand Gbagbo a fait rentrer les mercenaires angolais, quand Simone Gbagbo disait que les femmes ont été violées, c'est une bonne chose. Tu as oublié tout ça. Toi, tu ne pouvais pas connaître. Tu avais déjà fui. Tu avais enlevé la Côte d'Ivoire dans ton programme. C'est ça qui réunit les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne veulent plus revivre ces facteurs-là. Mais toi, tu étais en dehors du pays. Donc là, tu ne peux pas parler au nom des Ivoiriens parce que tu ne peux pas te mettre à leur place pour savoir ce qu'ils ont vécu en mal comme en bien. Et ça te déconnecte gravement de la réalité. Tidjam Thiam. Les 10 années de refondation du FPI au pouvoir, il méconnu pour lui, pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Il dit quelqu'un, toi tu veux diriger un pays, mais tu ne maîtrises même pas l'histoire de ce pays-là. Comment tu peux écrire l'avenir de ce pays?
Quelqu'un, tu ne maîtrises pas l'économie d'un pays parce que tu n'as jamais contribué dans l'économie de ce pays. Comment tu vas aider ce pays-là? Quelqu'un, tu t'es jamais mis au même pied d'égalité que les Ivoiriens. Dès que toi tu es venu, tu dis tu es en même temps le petit-fils du fouet. Ça veut dire que tu es au-dessus de tout le monde. Ça fait que les Ivoiriens même se disent, bon, tu es trop grand pour eux. Tu es venu avec une arrogance qui t'a déconnecté de la réalité. Tu es venu et tu as peur de la compétition. Tu as peur d'affronter un vrai candidat qui connaît l'économie du pays, qui a vécu les moments difficiles, qui était là pour soutenir le PDCI financièrement et idéologiquement, lui Jean-Luc Bion. Alors que toi, tu avais fui pendant tous ces temps-là. Est-ce que toi, tu méritais d'être président du PDCI, à plus forte raison candidat du PDCI? Il dit donc, voilà la réalité qui s'impose. Je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis. Il dit donc, si Tidiane Thiam a honte, parce que moi j'utilise le mot simplement, hein, la décence, la capacité d'avoir honte. Il dit si Tidiane Thiam a honte, là, il ne doit même pas être candidat du PDCI. Il dit, lui veut être honnête envers Tidiane Thiam. Hein. Si Chaka Dian, si tu as honte là, tu ne dois même pas être candidat du PDCI. Mais c'est parce que tu n'as pas honte que tu veux être candidat du PDCI. Parce que si on dit les choses comme ça, clair, là, tout le monde comprend. Ok. Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. C'est normal. Alors, les jeunes vont vous dire, bon, quand on avait nos joies, connaître la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, t'es pas là. Voir le pays coupé en deux, avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte, quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu. Donc, soyons sérieux. Et donc, Tidiane Thiam, Jean-Luc Bion dit de te dire qu'il faut être un peu sérieux. C'est tout ce que toi tu vas dire là. Quand tu vas te placer devant les gens là, on va dire tout ce que tu es en train de... Tu étais là. Tu vas dire non. Ça va mettre la honte sur le PDCI. Ah, quand le pays a souffert, hey, tu étais là. Non. Ah bon, l'économie va mal. Bon, l'économie là, toi-même tu as contribué en quoi? Est-ce que tu as contribué à l'économie? Non, je n'ai jamais contribué, mais faites-moi confiance. Tu vois, les gens vont t'ennuyer à chaque fois que tu vas passer. Donc si le PDCI ne veut pas la honte là, ils n'ont qu'à se trouver un vrai candidat. Sinon là, les vraies questions qu'on va poser là, est-ce que tu étais là quand la Côte d'Ivoire était en difficulté pour que tu viennes prendre ta bouche pour parler play? La réponse là, tu vas dire non. On va dire bon, il faut laisser ceux qui étaient là. Et puis ceux qui ont combattu là, eux vont parler. C'est ça qui intéresse les Ivoiriens. Je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Il dit que ce qu'il est en train de dire là, il n'a même pas encore commencé à dire quelque chose. Quand les vrais débats vont commencer et puis les vrais missiles seront lancés là, Tidiane Thiam, tes lacunes là vont sortir comme ça, devant tout le monde. Et donc là, il dit ça là, il n'a rien fait encore. C'est en fait qu'un candidat à une présidentielle a une équipe autour de lui pour combler des lacunes s'il n'y a que l'IA. On ne gère pas un pays par procuration. C'est pas... Le journaliste pose la question, mais si Tidiane Thiam est entouré par certaines personnes, est-ce qu'il ne peut pas être candidat du PDCI? Jean-Luc Bion dit non, on ne gère pas un pays en laissant les autres aller faire le travail à sa place et puis maintenant on s'assoit pour signer. Il dit non, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. C'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non, encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens, c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Il dit donc, c'est pas comme s'asseoir dans une banque de quartier où des employés font le boulot et puis disent, patron, il faut signer là. Il dit, la Côte d'Ivoire, on ne gère pas ça comme ça. Si Tidiane Thiam ne sait pas qu'un pays, là, il faut connaître les réalités, il faut être au contact avec les populations, c'est que ceux qui l'entourent, là, ils sont en train de le tromper. Un pays, ça se gère avec une connaissance du peuple. Ça se gère avec une capacité à apporter des solutions réelles et non en jouant les seconds rôles pour essayer de penser que c'est par procuration. Il dit non, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. Je participe. Donc lui, alors je peux être dur, hein, et je le suis parce que la politique se fait avec vigueur. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent faut faire ci, faut faire ça. Non. Il dit donc là, Chaka Dian, tellement il est déconnecté de la réalité, il s'est fait entourer de repéros. Les repéros là,
tout le monde les connaît en Côte d'Ivoire. Quand les benguistes viennent dans le quartier, là, les jeunes désœuvrés qui sont là, qui ne font rien, il y a un qui regarde un benguiste, il se colle à lui. Maintenant, il fait les petites courses du benguiste, il cherche les petites go pour le benguiste, et puis maintenant, il est là. Il joue la petite vermine du quartier pour le gars, quoi. Donc, quand Thiam est arrivé là, les gens pour qui il a payé leur cotisation, quand lui-même il a fini de payer ses cotisations, après 23 ans, quand il est venu, c'est quel candidat, c'est quel membre? Est-ce que dans un parti politique, quand tu es dans le bureau politique, tu fais 23 ans sans payer tes cotisations, est-ce que tu es encore membre de ce parti? Non. Tu es membre simple, mais tu n'es pas membre actif. Mais quand tu viens en novembre 2023 pour payer 28 millions de tes cotisations, et tu demandes à des gens qui sont là, est-ce que vous avez payé vos cotisations? Ils disent non, on n'a pas payé. Tu payes leurs cotisations. Et aussi maintenant, c'est comme quand tu es repéro là, on te donne les mangements, ça y est, les petits jetons. Tu as payé leurs petits jetons. Et puis maintenant, tu es en train de les utiliser. Eux, ils se promènent dans le quartier. Tu leur fais faire aboyer, faire des petits bruits là. Il dit, mais c'est une attitude irresponsable. Le repéro n'a pas d'ambition. Il faut être ivoirien pour savoir ce que c'est qu'un repéro. En utilisant le mot repéro là, Jean-Luc Bion est en train de te montrer que lui, il est plus ivoirien que toi, Tidiam Thiam. Et donc là, les repéros là, un repéro n'a pas d'ambition. Quand le Bengui se retourne dans son pays là, le repéro se cherche un nouveau maître. Donc là, tous ceux qui t'entourent là, les Brédoumi, et comment ils s'appellent là, les Boni Kopli, et tous ces petits jeunes que tu as payés qui sont en train de t'entourer là, quand ils vont finir de te vendre là, ils vont aller vers lui, Jean-Luc Bion. Parce que PDCI là, s'il y a quelqu'un qui a financé pour que le PDCI soit là, lui il est là. Ceux qui sont autour de toi là, c'est à cause des jetons. Comme les Benguis, quand ils vont retourner de leurs vacances pour rentrer dans leur pays là, toi ta présence là, c'est comme quelqu'un qui est en vacances en Côte d'Ivoire. Quand ils vont finir de bouffer ton jeton là, c'est là que tu vas connaître les gens du PDCI. Non, ça marche pas comme ça. Pourquoi ne vous proposez-vous pas aux côtés de Thiam pour vous donner plus de chances de remporter les élections présidentielles? Pourquoi, toi, Jean-Luc Bion, tu ne t'ajoutes pas à Tidiam Thiam pour que vous puissiez gagner ensemble les élections de 2025? Oui, j'ai pas de problème. Il peut se mettre à mes côtés et on aura plus de chances de l'emporter. Parce que... Ce que suggère l'internaute, c'est l'inverse. Oui, mais justement, si je me mets à ses côtés, je pense qu'on perdra ensemble. Il dit non. La question est bien posée, mais dans le fond, les choses ne sont pas comme telles. C'est plutôt lui, Tidiam Thiam, qui doit s'ajouter à Jean-Louis Bion pour pouvoir gagner une élection. Parce que si Tidiam Thiam est pris comme la figure centrale pour aller à une élection, les Ivoiriens vont se dire, mais lui c'est qui, lui c'est qui, lui c'est qui. Alors que si on dit non, Jean-Louis Bion est accompagné par Tidiam Thiam, les gens vont dire, Jean-Louis Bion, on le connaît, voilà. Celui qui est derrière, bon, ça c'est une autre chose. Ce discours politique-là, il est important ici. Si vous vous souvenez, j'ai dit que dans le plan du PDCI, là, pour moi, c'est un jeu. En réalité, là, c'est ça leur vrai objectif. Jean-Luc Bion va aller comme candidat indépendant. Tidiam Thiam va aller comme candidat du PDCI. Et après, ils vont essayer de se mettre ensemble. Pour moi, c'est ça leur plan. Mais toujours est-il que nous sommes là, nous observons. Mais à l'état actuel, c'est pas un Tidiam Thiam qui est entouré de repéros comme les Dagaré, comme les Soumaïla Traoré, comme le vieux Kopli Boni. Ce serait très mal vu, des repéros. Lui, il ne peut pas suivre des gens qui se font appuyer par des repéros. Lui, il demande à Tidiam Thiam et à ses repéros de connaître, lui, son poids dans le PDCI. Lui, il est un financier. Lui, Jean-Luc Bion, là, lui, il est un financier du PDCI. Mais Tidiam Thiam, là, depuis quand lui, il a financé quelque chose dans le PDCI? Jamais. Même pour payer ses cotisations, il était incapable. Il dit donc là, celui qui paye ses cotisations à temps, celui qui a financé le PDCI dans les moments difficiles, là, c'est lui que Tidiam Thiam doit suivre. Donc là, c'est lui, Jean-Luc Bion, qui doit être suivi et non lui ne doit suivre quelqu'un. Mais lui, s'il se met avec moi, on gagnera ensemble. C'est pas la même chose. Parce que celui des deux qui connaît bien le pays, c'est moi. Et donc, en plus de ça,
celui qui connaît, quand tu prends Tidiam et puis Jean-Luc Bion, là, celui qui connaît le pays, là, c'est lui, Jean-Luc Bion. Celui qui ne connaît pas le pays s'appelle Tidiam Thiam. Donc, dans un village, là, on ne prend pas un aveugle pour conduire celui qui voit clair. Très bien. Prochaine question. Gouemariste Stéphane qui dit quelles sont les chances de Jean-Luc Bion à la présidentielle sans le PDCI RDA. C'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens se posent cette question. Voilà, la question c'est quelles sont les chances du PDCI RDA à l'emporter. Voilà. Ici, la question, il faut encore la resimplifier. Est-ce qu'aujourd'hui, là, si le PDCI prend un autre candidat, autre que Jean-Luc Bion, est-ce que le PDCI peut gagner une élection? Il dit non. Il dit, si chaque agent va aux élections avec le nom du PDCI, là, c'est un poteau, ils vont aller taper. Il dit, la seule chance du PDCI, là, c'est lui, Jean-Luc Bion. Et il ne va même pas tourner pour le dire en grand. Non, la question est bien précise. Non, mais moi je reformule la question. Quelles sont les chances du PDCI RDA à l'emporter? Je pense que le PDCI, avec le bon candidat, à savoir Jean-Louis Billon, va l'emporter. Et le mot ici est important, avec le bon candidat. Le PDCI avec le bon candidat. Ça veut donc dire que le PDCI, avec un mauvais candidat qui s'appelle Tidiam Thiam, perd de facto. Et donc le PDCI est à la croisée des chemins. Le PDCI doit se donner les moyens de trouver un bon candidat. Et le bon candidat ici, c'est qui? C'est celui qui est connu par les Ivoiriens. C'est celui qui n'aura pas à faire passer son image pour ce qu'il n'est pas. Parce que quand tu te donnes une image de ce que tu n'es pas, c'est que tu es un faux. Et donc le PDCI avec le faux candidat, quel que soit ce que les repères viendront dire, ça ne passera pas. Et donc il faut faire la différence entre le bon candidat et le mauvais candidat. Le PDCI sans le bon candidat, ce sera difficile. Êtes-vous un militant du PDCI RDA frustré ou incompris? Non, frustré non. Franchement, comme je dis, j'ai le courage de mes actes et de mes opinions. Donc, toute la friture qu'il peut y avoir autour en disant il est comme ci, il est comme ça ne m'émeut pas du tout. Incompris, c'est possible. Mais il faudrait peut-être plus m'écouter et plus me lire. Parce que, franchement, s'il y en a un qui est constant depuis des années, c'est bien moi. Et donc, il dit, les gens peuvent penser que lui, il est frustré. Non, lui n'est pas frustré. Peut-être que c'est les gens qui ne le comprennent pas. Parce que l'attitude tribaliste, l'attitude sectaire et ségrégationniste qu'ils veulent mettre dans le PDCI, ça fait qu'ils se ferment eux-mêmes à écouter les messages. Sinon, la vérité, elle est simple, elle est claire. Il faut libérer le PDCI, il faut ouvrir le débat et comme ça se dire la vérité et les gens comprendront de quoi il est question. La toute dernière question d'internaute nous dit pourquoi pensez-vous que vous êtes l'homme qu'il faut au PDCI RDA? Une question de Mamadou Diakité. Mais comme je dis, parce que je m'y prépare depuis pas mal d'années, mon cursus... Il dit, lui pense qu'il est le meilleur candidat qu'il faut au PDCI parce que lui ne s'est pas levé à un an des élections pour dire je suis le meilleur candidat. Alors que Tidiam Thiam, c'est parce qu'actuellement il est activement au chômage. Et il y a quelqu'un même qui posait la question, est-ce que Tidiam Thiam, vu toutes les poursuites qu'il a à l'international, est-ce qu'il n'a pas vendu déjà la Côte d'Ivoire en disant, bon, laissez-moi, si j'arrive à me faire la Côte d'Ivoire, je vous ouvre la Côte d'Ivoire, je vous donne tout pour que je ne puisse pas aller en prison. Il dit donc, là, contrairement à Tidiam Thiam, aujourd'hui, qui veut utiliser la Côte d'Ivoire comme un objet pour satisfaire ses besoins personnels, lui, Jean-Luc Bion, pendant des années et des années, alors que lui travaille, lui n'est pas au chômage comme Tidiam Thiam, lui, il s'est préparé. Et donc, quelqu'un qui est préparé est toujours mieux que quelqu'un qui ne s'est jamais préparé et qui vient improviser à la dernière minute. Et ça, c'est pas bon. Politique parle pour moi-même. J'ai commencé par être maire, président de la chambre de commerce, donc le volet... Il dit, voilà, un Tidiam Thiam qui n'a jamais essayé d'être président même de quartier, qui n'a jamais parrainé même Maracana dans un quartier ou même dans un village, qui ne sait même pas comment une commune est gérée, qui ne sait pas comment les députés statuent à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui n'a même pas été président même d'un quartier à Yamoussoukro, on veut nous vendre une fausse image qu'il peut connaître les Ivoiriens. La théorie est toujours loin de la réalité. Alors que lui Jean-Luc Bion, il a été maire, il a été député, il a géré des entreprises en Côte d'Ivoire, et ça fait qu'il est encore mieux outillé à diriger le PDCI et à être l'homme qu'il faut au PDCI, plutôt que quelqu'un qui est dans l'improvisation, c'est-à-dire Tidiam Thiam.
gestion d'une commune, gestion de la chose économique, gestion du législatif, expérience gouvernementale, gestion régionale, qu'est-ce qui me reste? Il dit, lui, il a géré région. Il a géré dans le gouvernement en tant que ministre. Il a géré commune en tant que maire. Il a été aussi député à l'Assemblée nationale. Il dit, mais quand tu as gravi tous ces échelons-là, tu connais la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens te connaissent. Tidiane Thiam, là, il n'y a jamais eu quelqu'un même qui a voté pour lui. Et tu veux même être président? Quand même. Comme dirait quelqu'un, Kamiamou. Il faut respecter un peu les Ivoiriens. C'est très important. Le seul poste, c'est celui de président. Alors, une toute dernière question exceptionnelle. Donc, quand lui dit qu'il veut être président, ce n'est pas par suivisme ou bien ce n'est pas par effet de mode parce que les choses sont intéressantes aujourd'hui. C'est parce qu'il a déjà gravi des échelons. Et ça, c'est la grande différence entre lui et puis Chaka Dian qui n'a jamais rien fait, qui a fui, qui s'est mis en dehors du pays. Et aujourd'hui, là, quelles que soient les questions sur la vie des Ivoiriens qu'on va lui poser, il n'y a aucune réalité où Chaka Dian peut dire « j'étais là ». Et voilà donc. Il ne peut pas convaincre les Ivoiriens. Exceptionnellement, la dernière question nous dit Kofi, que reprochez-vous exactement à Tidiane Thiam? On dit qu'est-ce que Jean-Luc Billon n'aime pas chez Tidiane Thiam? Le président du PDCI. Alors je dirais tout simplement de ne pas écouter tout le monde. Et donc, il dit, vrai là, faut pas Tidiane Thiam va écouter les marmailleurs, les répéros. Il s'est choisi les mauvais compagnons et c'est eux qui sont aujourd'hui en train de le conduire en brousse. Il dit c'est ça que lui reproche à Tidiane Thiam. Il faut écouter toutes les tendances dans un parti. Mais il ne faut pas diriger le PDCI comme une secte baoulée de Yamoussoukro et penser que les autres là vont vous suivre moutonnièrement. Il dit ça aussi, il reproche. Le PDCI est géré aujourd'hui sur fond de tribalisme à Caen, comme si on était dans le royaume baoulé des Nanafoué. Il dit ça là, eux ne sont pas d'accord avec ça. Il faut que tout le monde ait le droit de parler. Et si vous vous souvenez très bien, c'est à cause des mêmes conditions que le RDR a quitté le PDCI avec Jenny Kombena. Et aujourd'hui là, le PDCI est revenu avec ses vieux haineux, ses vieux tribalistes qui aujourd'hui, mais pourquoi en même temps vous ne faites pas du baoulé de Yamoussoukro, la langue officielle du PDCI? Là, comme ça, quand vous allez parler là, ceux qui ne sont pas baoulés là, ils ne vont pas comprendre. Assumez-vous. Si vous ne voulez pas écouter les autres, ne parlez donc pas dans le français. Parlez en même temps en baoulé. Là, ceux qui ne sont pas baoulés là, vont comprendre que non, c'est une tribu baoulée. Et ça, quand on leur dit, ça les fait mal. Et c'est pourquoi, quand on dit que vous avez tribalisé le PDCI, mais regardez, le PDCI a perdu presque partout, dans le nord à l'ouest. Le PDCI a perdu partout. À part le centre et puis un peu l'est là, le PDCI a perdu tous ses bastions. Pourquoi? Parce que vous avez clanisé, tribalisé le PDCI. Et aujourd'hui, les conséquences sont en face. Est-ce que vous allez continuer? Si vous voulez continuer, soyez suffisamment courageux. Dites en même temps que tout bon militant du PDCI doit comprendre et parler uniquement une seule langue, la langue baoulée. Et doit être de la tribu Nanafoué. Et là, quand c'est comme ça, là, les autres qui ne sont pas baoulés ne vont pas comprendre ce que vous dites. Donc là, il n'y aura plus une obligation de communiquer avec les autres. Donc là, il reproche ça à Tidiane Thiam d'être venu et il s'est laissé manipuler par les tribalistes comme les Dagaré, comme les Kopli Boni, comme Soumaïla Traoré. Et aujourd'hui, il est en train de casser même le marketing politique du PDCI. Le PDCI est devenu un parti tribalique, tribalisé, tribaliste, ethno-nationaliste, basé sur le modèle baoulé. Et ça, là, c'est pas avec ça que vous allez pouvoir gagner. Parce que c'est cette image-là que Tidiane Thiam, avec les repéros et puis les marmailleurs qui sont derrière lui, ont donné au PDCI. Et ce PDCI-là ne peut jamais gagner. Un PDCI tribalisé ne peut jamais gagner une élection en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que je dis, il aurait fallu faire très tôt le bureau politique pour qu'il exprime sa vision et qu'il écoute ce que les militants avaient à lui dire. Il dit, mais pourquoi Tidiane Thiam, s'il est sûr qu'il maîtrise la politique, pourquoi il n'a pas fait le bureau politique? Depuis novembre 2023, il a été élu président. Jusqu'à aujourd'hui, mais décembre 2023, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait pratiquement 1 an. Pourquoi il ne fait pas le bureau politique? Parce qu'il n'a pas confiance en lui-même. Et quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même ne peut pas être quelqu'un qui peut faire gagner une élection. Voilà ça. Sinon, normalement, selon les textes du PDCI,
le bureau politique aurait dû se tenir. Mais pourquoi Tidjane Thiam n'arrive pas à le faire? Parce qu'il ne maîtrise pas le PDCI lui-même aussi. Il ne maîtrise pas son fonctionnement, il ne maîtrise pas la machine politique. Voilà la réalité qui est en face de vous. Sujet numéro 2. Reprise ou prolongation de l'enrôlement. Élection au Ghana et au Sénégal. Mamadou Touré brise le rêve de l'opposition. Ici, nous allons encore parler de l'opposition. Eux là, c'est tout ce qu'il y a chez les autres qui est bien. Eux sortent pour aller critiquer la Côte d'Ivoire, pour donner un mauvais visage à la Côte d'Ivoire. Et ils demandent des choses qui ne tiennent pas. Il n'y a pas de problème. M. Mamadou Touré n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Le porte-parole adjoint du RHDP a envoyé la réponse cash à l'opposition qui s'agite dans tous les sens pour exiger la reprise du processus électoral. Donc, quand l'opposition se promène pour dire il faut qu'on allonge l'enrôlement, il faut qu'on arrange l'enrôlement, Mamadou Touré dit ceci. La CEI a donné un calendrier. Demander le report des élections, c'est déplacer ce calendrier et revenir revendiquer après la non-légitimité de notre pouvoir en 2025, puisque nous serons hors délai. Ils vont demander un dialogue national, la mise en place d'une transition. Ils peuvent continuer de rêver. Ce qu'ils n'ont pas réussi en 2020, ce n'est pas en 2025 qu'ils vont réussir. Et c'est ce qu'on vous a toujours dit ici. Toute personne qui a une bonne analyse de la politique comprend déjà le jeu de l'opposition. Mamadou Touré vient vous dire ce qu'on vous a toujours dit ici. Ils disent en réalité, quand ils demandent la prolongation de l'enrôlement là, voilà le plan de l'opposition. On vous a mille et une fois expliqué. Peut-être que quand ça va venir des hommes politiques, vous allez croire encore maintenant. On vous a toujours dit ici depuis le début que leur stratégie est simple. On fait repousser le calendrier, jusqu'à on arrive en octobre 2025. Quand on arrive au dernier samedi d'octobre 2025, la même opposition va dire, bon, comme maintenant, le dernier samedi du mois d'octobre 2025 est passé, et puis on n'a pas pu organiser l'élection, donc on demande un dialogue national, on va s'asseoir pour mettre une transition en place. Voilà leur plan. Mais il ne faudrait pas qu'ils rêvent. Mais si vous étiez si fort et intelligent, mais ça avec votre intelligence, vous avez fait 2020. Et en plus de ça, vous avez ajouté la violence dedans. Si ça n'a pas marché, vous pensez que c'est nous, vous allez mettre en anglo-plan, c'est nous, vous allez blaguer, et puis nous, on va dire, on est d'accord, on n'a qu'à continuer. Il dit, vous avez tiré dans l'eau. Il dit, c'est comme si vous étiez en train d'attraper le vent. 2025, là, ce que vous n'avez pas réussi à faire en 2020, là, ce n'est pas par la ruse, ni par la violence, vous n'allez réussir à faire ça en 2025. Mamadou Touré leur a dit ça le mardi 10 décembre au cours du 5e rendez-vous du RHDP. Il était avec M. Adjoumani, ils ont animé ça ensemble. Il a dit encore que, réagissant sur le débat, en ce qui concerne la comparaison des processus électoraux au Sénégal et au Ghana avec celui de la Côte d'Ivoire, dans les perspectives d'octobre 2025, Mamadou Touré a invité les uns et les autres à ne pas verser dans les analyses puériles et trop faciles. Il dit, dire que non, au Sénégal, là, si les élections se sont bien passées, c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient des programmes électoraux. C'est parce qu'il y avait des gens responsables, des gens qui connaissaient la réalité de la Côte d'Ivoire et des gens qui étaient animés de bonnes intentions pour aider leur pays. Alors qu'en Côte d'Ivoire, vous, les opposants, vous n'avez pas de bonnes intentions, vous n'avez pas de programme de campagne, vous êtes sûr que déjà vous perdez les élections. Donc c'est pourquoi vous vous mettez dans des analyses enfantines pour dire non, si tu as vu qu'au Sénégal, là, ils ont réussi là, c'est parce que ce n'est pas la commission électorale là-bas qui a fait gagner, encore moins au Ghana. C'est la capacité des candidats à convaincre les électeurs qui les ont fait gagner des élections. La situation dans chacun des pays est différente parce que chaque pays a son histoire et sa réalité. Il dit chaque pays là a son histoire et a sa réalité. Il ne faut pas transposer les réalités. Au Sénégal, lors des élections législatives, il y a eu 2 coalitions, celle du président Macky Sall et celle du premier ministre actuel Sonko. Il dit, c'est pas parce que vous voyez chez les autres les choses se passent bien là, que vous allez penser que ça a été fait gratuitement et que par effet de mode, il faut que les choses se passent comme vous le souhaitiez. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous êtes vraiment fort là, mettez-vous tous ensemble et puis venez attaquer le RHDP politiquement parlant.
Et c'est pourquoi il a donné le cas du Sénégal. Il dit il y avait le parti de Macky Sall et puis il y avait le parti de Ousmane Sonko. Et donc, c'est deux idéologies qui se sont affrontées. Quand vous prenez les élections, les deux coalitions étaient au coude à coude. C'est à 2 ou 3 députés près que le président Macky Sall a eu la majorité. À partir de cet instant, tout le monde était unanime sur le fait qu'il y avait une forte tendance vers l'alternance, parce que les forces étaient équilibrées. Restituant le contexte, le porte-parole adjoint du RHDP a indiqué qu'ici, en Côte d'Ivoire, nous avons eu des élections intermédiaires il y a 1 an de cela. Le RHDP a eu 65% des voix à cette élection-là. Il dit, lorsque vous prenez le cas du Sénégal que vous aimez, sachez qu'au Sénégal, là, eux, ils avaient un programme politique, ils avaient des ambitions et les élections là-bas, on a vu que c'était serré. Mais en 2023, quand on allait aux élections, là, le RHDP seul s'est taillé 65% des voix de l'électorat. Il dit, même à cela, à ce résultat seul, il n'y a pas match. Ce n'est pas la commission électorale qui fait gagner une élection. Toute l'opposition réunie, vous n'avez eu que 25% des voix. Sur le collège électoral, là, les 2,7 millions de personnes, le RHDP, en 2023, là, les 2,7 millions personnes qui ont voté, là, le RHDP seul a eu 1,7 million voix. Il dit, est-ce qu'on peut comparer une telle situation avec d'autres situations? Il dit non. Ici, il y a une tendance majoritaire envers le parti politique qui a un ancrage territorial et qui a des actions en faveur des populations et de l'autre côté, une volonté vers l'alternance qui s'est manifestée lors des élections intermédiaires. Il dit la grande différence, c'est qu'en Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir a travaillé. Ce travail-là s'est imposé dans toutes les régions. Quand tu vois aujourd'hui dans toutes les régions du pays, tu vois, c'est un chantier. Et les gens se disent, mais comment on va faire pour terminer? Ah, tout esprit qui est sérieux veut que celui qui a commencé un travail, là, c'est lui qui sait comment il va terminer. Et les populations veulent ce développement-là. Et donc, la grande différence, là, c'est que les populations ne veulent pas changer cette réalité en Côte d'Ivoire d'abord. Alors qu'au Sénégal et au Ghana, les gens voulaient changer. Ils n'aimaient plus les dirigeants qui sont là. Sinon, en Côte d'Ivoire, les dirigeants sont aimés à 65%. Et donc là, quand tu compares ces deux tableaux, où les gens disent en Côte d'Ivoire, nous aimons nos dirigeants, 65% des Ivoiriens qui ont voté disent nous aimons nos dirigeants. Alors qu'au Sénégal et au Ghana, avec les résultats que vous voyez, les gens disaient le parti au pouvoir ne nous fait plus rêver. Il dit voilà la grande différence entre les comparaisons que les opposants veulent faire avec la réalité en Côte d'Ivoire. On ne peut donc pas comparer ce qui n'est pas comparable. Dans le Haut-Sassandra, lors des régionales, j'ai été confronté à deux dinosaures du PPACI et du PDCI qui étaient alliés. Nous avons obtenu 58% des voix avec plus de 25 000 voix de différence dans les élections totalement transparentes. Il dit, il prend lui-même son cas. Lui, lorsqu'il y a eu des élections dans le Haut-Sassandra, il y a Djedje Madi avec le PPACI qui se sont mis ensemble. Mais lui, il les a battus à 58%. La différence entre eux, là, il y a 25 000 personnes que lui, il a eu en plus. Alors que le PDCI et le PPACI étaient mis ensemble. Il dit donc, devant cette analyse qui est appuyée sur des données concrètes, comment des personnes peuvent venir aujourd'hui se projeter sur des élections de 2025? En réalité, l'opposition sait qu'elle a déjà perdu les élections de 2025. C'est fini. Ils peuvent se préparer peut-être pour 2030. Il dit donc ce qui est mieux pour eux là, peut-être c'est 2030. Sinon, actuellement là, ils ont perdu leur réseau. Et donc là, c'est pas évident qu'ils puissent réussir. Mais peut-être qu'en 2030, ils peuvent essayer. Ce qu'il nous faut au RHDP, c'est de consolider notre présence et de continuer d'agir pour les populations. Notre victoire est un processus irréversible. Il dit aujourd'hui, là, en 2025, là, il n'y a rien qui peut empêcher le RHDP de gagner à l'élection présidentielle. Ce n'est qu'une question de procédure. Et ça, l'opposition le sait. C'est un article qui a été tiré de l'avenir.ci. Sujet numéro 3, contre le populisme, l'efficience économique, la redistribution sociale et l'éducation. Une trilogie indissociable. C'est le père Alexis Diette qui nous informe à travers ce troisième sujet que pour lutter contre le populisme, c'est l'art de tromper les populations avec le mensonge facile qui les plaît mais qui en réalité est vide. Et donc, comment lutter contre cela? Le père Alexis nous dit qu'il y a 3 éléments là, il faut les mettre ensemble. Il faut créer les conditions d'une économie prospère.
il faut distribuer correctement le fruit de cette économie croissante et il faut éduquer démocratiquement la population. Il dit quand tu mets ces trois éléments ensemble, c'est ce qui permet de lutter contre le populisme. Vous avez vu dans plusieurs pays, comme les États-Unis, bien d'autres pays, ce sont les populistes qui ont eu le pouvoir. Comme le prouvent les récentes expériences électorales américaines de novembre 2024, malgré les performances économiques de M. Joseph Biden, ils ne réussirent pas à prémunir son gouvernement et l'Amérique contre la victoire du populisme et de la désinformation. Et de la précédente expérience en 2002, avec l'élimination de Lionel Jospin au premier tour de l'élection présidentielle de 2002, en dépit des performances économiques de son gouvernement, les succès économiques d'un gouvernement et son efficience communicationnelle sur ce régime ne sont pas un rempart politique absolu contre le populisme, les vérités alternatives et la désinformation. Il dit, il y a deux exemples qu'il va donner. En 2024, là, Donald Trump a utilisé la désinformation et le populisme pour arriver au pouvoir. Et ça, malgré tout ce que Joseph Biden et son gouvernement auront pu faire, le populisme et la désinformation ont trompé le peuple et Trump est revenu au pouvoir. Il dit, deuxième exemple, en 2002, Lionel Jospin, qui était bien parti, va se faire éliminer au premier tour des élections, alors que son gouvernement avait des performances économiques très évidentes. Il dit, mais est-ce que le succès économique d'un gouvernement suffit? Il dit non. Est-ce que si vous n'avez pas une bonne capacité de communication, est-ce que cela peut vous aider? Non. Contre le populisme et contre la désinformation, il faut plutôt un ensemble de stratégies. Sinon, quel que soit le bien que vous avez fait, ça ne va pas être reconnu et vous perdrez les élections. Ces preuves historiques tendent à démontrer qu'en tout temps et en tout lieu, dans les vieilles démocraties comme dans les jeunes démocraties, tout programme de modernisation et d'efficience économique devrait se doubler d'un programme efficient de redistribution sociale et d'un programme volontariste d'éducation démocratique, de renforcement des valeurs civiques et des principes démocratiques d'éducation politique des consciences, de formation et de renforcement d'une conscience collective démocratique. Il dit, dans les deux cas qu'on vient de vous citer, l'aspect économique, quand bien même qu'il était bon, n'était pas suffisant. C'est comme le cas du RHDP. Alassane Ouattara a travaillé, il a fait ça, il a fait ça. C'est bien, on est d'accord. Mais est-ce que c'est suffisant face au populisme et à la désinformation? Non. Parce que la réalité tend aujourd'hui à montrer que vous soyez une vieille démocratie comme celle de l'Amérique ou de plusieurs pays européens, comme vous soyez des jeunes démocraties comme dans nos pays africains, si vous vous basez seulement sur les programmes économiques et que vous dites que ça va convaincre les gens, vous faites une erreur. En plus d'avoir fait prospérer l'économie, il dit qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut aujourd'hui mettre en place pour que le populisme, le mensonge et la tromperie ne viennent pas pour casser la dynamique et tromper le peuple. Il dit, 1. Quand l'économie a été prospère, il faut savoir redistribuer ça. Comme ce que le président Ouattara fait en faisant des programmes de gestion qui arrangent tout le monde. Et donc, il faut une bonne redistribution sociale. En plus de cela, il faut mettre un programme d'éducation démocratique. Il faut informer les gens correctement. À travers, qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que la politique? Il faut former et informer les gens correctement pour que tout ce qui peut être stratégie de manipulation, les gens puissent être capables de les déceler, de les détecter et de se dire non, ici là c'est pas bon, ici là voilà, ça c'est comme ça. Il faut enseigner les valeurs civiques. Il faut enseigner l'amour de son pays. Il faut enseigner le respect des règles. Il faut éduquer politiquement les consciences pour que les uns et les autres puissent devenir des oiseaux qui peuvent voler de leurs propres ailes et qui n'auront pas besoin des gens qui vont venir leur dire des paroles qui vont les tromper. La pérennité de la démocratie pluraliste en tout pays semble dépendre de la pérennisation de l'éducation démocratique des peuples, de la mise en œuvre d'un programme efficient d'évaluation du niveau de la raison publique, de la transmission générationnelle des valeurs et des principes démocratiques, de la formation pérenne d'une conscience démocratique.
Il dit donc en démocratie, ce n'est pas seulement le travail que vous faites, même quand il est bon qui compte, mais il faut, en plus de ce travail-là, et en plus des éléments que nous avons dit, la redistribution des richesses, la formation et l'information des consciences politiques, et surtout démocratiques, il dit qu'il faut aussi avoir un programme très efficace pour évaluer le niveau de la raison publique. Il faut souvent faire des sondages pour voir est-ce que le peuple comprend ce qu'on dit. Et ça intéresse beaucoup le RHDP. Est-ce que le peuple comprend là où on va? Est-ce que le peuple aujourd'hui a la capacité? Il faut faire des sondages pour voir est-ce que le peuple aujourd'hui peut s'assumer en face d'une réalité pour savoir ce qui est bon pour lui ou pas. Il faut éduquer démocratiquement le peuple et surtout ceux qui sont déjà dans la politique, qui pratiquent la politique. Il faut que les valeurs démocratiques, les principes de la démocratie, là, on puisse transférer ça, on puisse inculquer ça de génération en génération pour que la conscience, la capacité de savoir que c'est la démocratie qui pourra nous sauver, soit l'arme qui va nous protéger contre les populistes. Mesdames et messieurs, nous nous arrêtons là. Nous allons lire l'édito de Mère Blanc et avec là, les quelques minutes qui nous restent, on va rapidement laisser la parole aux uns aux autres pour pouvoir s'exprimer. Nous disons merci à tous. Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur pro-vérité. Mon édito d'aujourd'hui a pour titre « Mine de rien ». Et oui, à chaque fois qu'il m'arrive de penser à l'élection présidentielle de 2025, je vois assis au travers du chemin un monstre anthropophage, un monstre hautement nuisible qui, en principe, aurait dû naître à l'époque du Néandertal, mais qui est né trop tard dans un monde dont il en ignore le moindre code social. Ceci dit, sa conception est particulière, car né d'un père absent et qui reste son aîné que de seulement 11 ans. Incroyable, n'est-ce pas? Le monstre encore valide et sur erreur de casting a été élu président de la République. Seulement, il est demeuré incapable de s'en rendre compte. C'est ainsi qu'on l'a découvert chansonnier, parfois humoriste, mais jamais président de la République. Lorsqu'on l'attend politique chevronné, il vient en escalier. Aujourd'hui, l'homme a complètement perdu de sa superbe, réalité qu'il se refuse de croire. On le voit trimballer son vieux corps ça et là, dans le but d'être vu. Or, c'est là où le bas blesse, car il fait peine à voir. La séquence de Lucky Dube a mis à nu un vieillard déliquescent, une loque humaine à bout de souffle. Mais ne vous y trompez pas, car l'individu a gardé intact son patrimoine nocif qu'il attend de mettre en branle en vue de faire encore une fois le maximum de jeunes victimes. Expliquez à Laurent Gbagbo qu'il n'est plus propre à la fonction de président de la République. Il voit tout en bêté. Pour lui, il doit en découdre avec le président Ouattara. Voilà. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Mère Blanc nous parle de Laurent Gbagbo. Voilà un monstre qui est en fin de vie et qui veut sacrifier le maximum d'Ivoiriens avant de partir. Et comme elle le dit, il est forcément à la recherche de jeunes Ivoiriens qu'il veut endoctriner, qu'il veut égarer. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui lui reste, c'est un devoir de vengeance contre Alassane Ouattara et contre les Ivoiriens. Et ça commence à être toujours comme ça. N'ayant pas connu son père, il n'est pas attaché véritablement à un lien fort. Il se dit ivoirien, mais il n'est pas capable de savoir la peine des pères qui perdent leurs enfants. Laurent Gbagbo qui n'a pas encore indemnisé les jeunes de l'Ouest et qui les a même rabroués de dire qu'ils ne se sont jamais battus pour lui, ce Laurent Gbagbo là aujourd'hui se ramène et aujourd'hui il veut amener les Ivoiriens à l'abattoir. Chers jeunes, la balle est dans votre camp. Ceux qui veulent mourir, ça sera une belle journée. Et ceux qui sont prêts à vous donner cette mort-là sont déjà prêts à vous attendre.
Ceux qui tournent autour du pot, ce sont des gens qui vous blaguent. Tous ceux qui veulent mourir, apprêtez-vous. Parce que ceux qui vont vous donner cette mort-là, ils sont plus que déterminés. Et donc, tous ceux qui vont s'amuser à suivre Laurent Gbagbo, qui n'a rien... Laurent Gbagbo est une erreur humaine dans tous les sens. Venir à la tête de la Côte d'Ivoire, ça a non seulement été une perte de temps, mais si les Ivoiriens se respectaient eux-mêmes, on aurait dû fermer le claquet à Laurent Gbagbo pour lui dire « ça suffit, tu as fait une gestion calamiteuse, tu as fait la gestion la plus honteuse. Si on doit classer les présidents de la Côte d'Ivoire, tu es le dernier des derniers, ça suffit, ferme-la. » Mais encore, je dirais l'existant, pour ne même pas dire que ce n'est même pas un être, c'est l'existant trouve encore, l'étang, je vais même dire un étang, l'étang trouve encore quelque chose désespérément pour tromper les Ivoiriens. Et ça, ceux qui vont se laisser à ce jeu-là, la prendront à leur dépens. Mesdames et messieurs, nous n'avons que 15 minutes. Tous ceux qui veulent la parole, en toute sincérité, vous n'aurez pas plus de 5 minutes. Il y a le roi du printemps qui est déjà là, il y a Maman Ouragan qui est déjà là. S'il y a des gens qui veulent prendre la parole, je ne peux même pas vous donner un temps, puisque déjà je suis piégé par le temps. En tout cas, présentez-vous, mais vous n'aurez pas plus de 5 minutes pour ne pas me piéger, parce que moi, après ça, je dois aller au travail. Donc, on va appeler Maman Ouragan pour qu'elle puisse s'exprimer rapidement. Et donc, ce que vous avez à dire, même si vous pouvez le dire en 2-3 minutes, faites-le et laissez la parole, au cas où certains voudraient la prendre, parce qu'on est extrêmement piégé par le temps, et c'est un sacrifice que nous faisons. Donc, ceux qui veulent la parole, présentez-vous à l'instant même. Et quand on va vous donner la parole, ne vous mettez pas à l'idée que vous allez pouvoir déplier. Non. Venez, dites l'essentiel, laissez la parole. Sinon, vous allez me piéger et je serai en retard au travail. Et donc, bonjour, chers mères, on vous laisse la parole pour quelques minutes. Ok, donc bonjour à toute la classe. Bon Juma Moubarak à toute la famille. Que Dieu protège Ado, que Dieu protège Ado, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Oh. Que vraiment 2025, là, un coup KO. Je bénis le ciel et la terre pour la Côte d'Ivoire. Mon éclaireur, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, chère mère. Merci. Et que Dieu puisse entendre vos prières. Merci infiniment de ce que vous avez dit. Et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci beaucoup. OK. Et donc, mesdames et messieurs, ceux qui prendront la parole, soyez plus qu'efficaces. Dites, laissez, même si c'est 1 minute, on vous comprendra. Pour ne pas vraiment empiéter aussi sur mon temps. J'espère que vous saurez comprendre. Alors, Bonjour. oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? On vous laisse rapidement un temps de parole. Ok, bonjour. Ça veut dire attends, viens par terre. Dégagez la voix. L'éclaireur, merci beaucoup. Bonjour à tous les EPD. L'éclaireur, moi, c'est le jour où la violence n'apparaîtra plus en politique. En Côte d'Ivoire, c'est le jour-là que je vais dire Alhamdulillah Rabbi Alamin. RIDP, vous les nouveaux députés qui allaient venir en 2026 là, on veut une loi. Vraiment, on a besoin d'une loi comme ça. Oui. L'éclaireur, je m'arrête là. Bon Juma à tous. Que Dieu nous protège, que Dieu protège papa, de tous ceux qui l'entourent et tous nos forces de l'ordre. Que Dieu vous protège vraiment. Paix sur la Côte d'Ivoire, paix sur la Côte d'Ivoire. On est fatigué de la politique de violence. Oui. Merci l'éclaireur. Donc à plus tard, mais à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup, chère mère. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Et donc, la violence en politique doit être bannie. Ça, c'est une évidence. Et nous continuons avec une autre de nos mères rapidement. Allô? Allô? Oui, bonjour, chère mère. Oui, bonjour. Oui, donc nous vous laissons rapidement la parole. Oui, d'accord. Moi, j'ai une préoccupation. Oui, donc posez simplement la question. Posez simplement la question. Oui, d'accord, ok. Je voulais savoir, parce que hier, enfin ce matin, on était assis là, et donc l'OSER ou quoi, je ne sais, ils nous ont envoyé un message pour dire que
ma belle-sœur et moi, on était dans la circulation et que notre numéro a été relevé pour contravention, alors on était à la maison. Donc c'est ça ma préoccupation. Ok. C'est ce que je voulais dire, quoi. Ok. Donc, ce que vous allez faire, vous partez au bureau de Lozère et vous prouvez, parce qu'il y a des caméras qui sont là, vous demandez là où ils ont vu qu'ils vous montrent cela. Est-ce que vous avez d'abord une voiture? Oui, Ok. on a une voiture. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, là où vous ont vu, vous partez directement, vous dites de vous montrer par image caméra où vous ont repéré, c'est tout. Ok. Voilà. Si maintenant ils n'arrivent pas à le prouver, ne payez pas la contravention. Maintenant, s'ils veulent résister... Ça peut se faire. Non, mais c'est eux qui disent qu'ils vous ont vu. Oui. Donc, ils vous ont vu où? Avec quel instrument? Il faut qu'ils puissent le prouver. S'ils n'arrivent pas à le prouver et qu'ils veulent imposer de la corruption sur vous, revenez ici, ne payez pas. Revenez ici, on va poser plainte à Spatia contre Lozère. Je ne dis pas qu'ils ont tort, comme ils n'ont pas raison. C'est que je veux dire, allez d'abord les écouter et soyez factuels pour leur dire, j'étais à la maison comme vous le dites, ma voiture était stationnée à la maison, je ne vois pas en quoi est-ce que ce soit moi mon numéro et quels sont les éléments qui vous prouvent que c'est moi. Si les réponses qu'ils vous donnent ne sont pas des réponses convaincantes, il y a les mécanismes aujourd'hui pour combattre la corruption. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une certaine habitude qui veut aussi que, parce qu'on a parlé des accidents, on a parlé d'une répression qui est montante, il y a des gens qui vont profiter pour faire de la corruption et pour causer des mauvais actes. Ceux-là aussi, il faut les combattre. Et pour les combattre, on va leur dire, là où vous avez vu le véhicule, montrez-nous. S'ils n'arrivent pas à le faire, ça veut dire que c'est un acte de corruption. Mais pour l'instant, on ne peut pas les juger. Ça sera leur parole contre la vôtre. Mais il faut d'abord que vous allez les écouter pour voir les preuves qu'ils ont. Et on a payé 28 000 francs. On partait dans la famille. On a payé 28 000. Non, cher mère, nous n'avons pas suffisamment le temps. Vous avez dit que vous n'étiez pas sorti. Parce que lorsqu'on parle, il faut être factuel et il faut être vraiment direct dans ce qu'on dit. Moi, quand j'ai était dans la circulation, il vient de nous flasher. Bon, cher mère, vous étiez dans la circulation, mais vous n'étiez pas dans la circulation. Quand aujourd'hui, j'étais assise à la maison, j'étais en train de piler le foutu. Ok, c'est ce que je suis en train de dire. Je vous ai déjà tout expliqué. On est vraiment pris par le temps. Ce que j'ai expliqué, est-ce que vous avez compris? Faites ça. Ok. Voilà. Ok. Ok. On va faire ça. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup. Okay. Allô? 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 Oui, bonjour le concurrent. On vous laisse quelques minutes. Oui, on vous laisse quelques minutes pour aller rapidement. On est vraiment pris par le temps. Je vous remercie de me donner la parole. On va être très efficace. Il n'y a pas de problème. Et aller rapidement. Compte tenu des sujets précédents qui ont été évoqués ici, il y avait la question des nids de poules qui se trouvent sur des routes qui sont toujours en bon état, qu'il faut tout simplement fermer. Il y avait aussi la question du curage des 4 niveaux et l'assainissement, surtout les regards et puis parfois les eaux sales qui stagnent sur le bitume. Enfin, il y a la problématique des bidons en plastique qui constituent une menace pour notre environnement. L'unique proposition aujourd'hui, c'est que le Premier ministre convoque à la primature les spécialistes de l'entretien routier, ceux qui sont chargés de l'assainissement et ceux qui sont chargés également de vider les caniveaux et ceux qui sont chargés de ramasser les ordures. Ce qu'il faudra faire, c'est quoi? Pour être efficace, c'est de donner des consignes pour que, en ce qui concerne les nids de poules, des équipes spéciales soient mises en place pour fermer les nids de poules. Concernant les caniveaux, les gens les vident, comme j'ai dit, mais chaque fois, on voit qu'il y a des bidons en plastique qui retournent toujours dans les mêmes caniveaux. Donc, il faudra mettre une équipe en place
pour prévoir des poubelles qui vont recevoir spécialement les bidons en plastique afin de pouvoir les recycler et pour ne pas qu'ils se retrouvent dans les caniveaux. Concernant l'assainissement, il faut regarder avec la SODECI qui a des camions d'assainissement. Lorsque les eaux sales stagnent sur le bitume, souvent il y a des camions pour vider ces regards-là, mais il faut regarder s'il ne faut pas accroître ces camions-là et aussi mettre des équipes en place pour veiller à ce que l'eau sale ne stagne pas sur nos routes. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment le concurrent. Merci pour ces propositions. Et nous allons vous souhaiter une excellente soirée et souhaitons que ces préoccupations et surtout ces propositions soient prises en compte. Vraiment, merci de vous soutenir. Excellent après-midi. Merci beaucoup. Bonne émission. Et bien des choses à toute la famille. Allô? Oui. Oui, bonjour, cher Éclaireur. ami. Oui, Bonjour. oui, comment allez-vous? Ah, je vois que donc, aujourd'hui, vous êtes vraiment bon, c'est normal. Hein? Oui, oui. Donc, c'est surtout l'intervention que je veux faire là, ça porte sur le test d'Alexis Diette, sur la propension voilà, du populisme. Je crois que je proposerais qu'on revienne là-dessus parce que c'est très important, c'est le talon d'Achille du RHDP et aussi son point fort. Point fort parce que ce que le président a fait, on ne va pas dire que ça suffit pour convaincre, mais ça a en tout cas permis de montrer la différence, une grande différence entre les populistes et en tout cas le gouvernement qui est en place. Mais ça peut être un talon d'Achille parce que chaque fois c'est là qu'il creuse sur les insuffisances prétendues pour n'est-ce pas, disqualifier la politique gouvernementale. Donc c'est un sujet, je proposerais qu'on revienne là-dessus en long et en large, parce que ça peut faire perdre beaucoup, n'est-ce pas, au niveau de la crédibilité du gouvernement. C'est sur ça que je voulais intervenir. Merci de le permettre. Merci beaucoup, cher père. Merci infiniment de ce que vous dites. C'est un sujet qui est assez profond et malheureusement, on n'a pas le temps. Et peut-être qu'on va proposer à l'équipe de TikTok, s'ils peuvent prolonger le sujet pour que le dimanche, on puisse bien se prononcer là-dessus. Ça va être une très bonne chose. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Okay. Et bon courage et bonne chance. Merci beaucoup, cher père, et bien des choses à vous-même. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons terminer avec le roi du printemps. Et hier, cher frère, tu as voulu prendre la parole. De façon exceptionnelle, je vais te laisser 10 minutes pour que vraiment tu puisses condenser, mais aller très vite. Et donc, à notre mère qui dit qu'elle a été convoquée par l'OSER, il y a plusieurs instruments. Il y a les caméras, il doit pouvoir vous présenter. Il y a aussi le fait même que ça peut être une erreur de leur part. Et donc, peut-être que le numéro de la plaque, il peut avoir des différences. Et donc, il y a tout un tas de systèmes pour pouvoir essayer de corriger la situation au plus vite. J'ai vu quelqu'un qui a dit non, il pleuvait, on était à la maison. Ce n'est pas un argument. Ça, ce n'est pas un argument. Il pleut, mais les voitures roulent. Ce n'est pas un argument. L'argument, c'est que ce n'était pas vous. C'est ce qu'on veut prouver. Et donc, rendez-vous-y, essayez de voir ce qu'il est question. Et s'il n'y a pas de preuves factuelles, ne payez pas la contravention. Si déjà vous avez payé, c'est que déjà vous vous êtes mis vous-même en porte-à-faux. Si vous avez déjà payé et maintenant venez nous expliquer le problème, c'est qu'on est en train de perdre le temps. Or, je pense que j'ai entendu que vous dites que vous avez déjà payé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu ça ici. Mais si vous avez déjà payé, c'est qu'il n'y a plus de raison de se plaindre. Parce que sur cette plateforme-là, on a toujours éduqué les gens à pouvoir se battre pour eux-mêmes et de ne jamais agir, de toujours comprendre les situations avant de s'engager dedans. Si je ne m'abuse, je pense avoir entendu que vous avez déjà payé la contravention. Et donc, c'est à vous de prouver que ce n'était pas vous, ou bien que votre voiture n'était pas la voiture qui a été flashée.
avant de pouvoir dire autre chose là-dessus. Et donc, de façon exceptionnelle, comme on le disait, le roi du printemps, nous allons vous permettre d'avoir une dizaine de minutes. On va vous demander d'être plus qu'efficace dans ces 10 minutes-là pour atteindre vos objectifs de communication. Alors? Allô? Allô? Oui, le roi, on va te laisser 10 minutes de façon exceptionnelle. Il faut vraiment les utiliser. Voilà. Ok. Merci à tout le monde. Et merci beaucoup. Hier, on a tous suivi, comme on appelle, l'émission Sans réserve qui est présentée par Ali Djarasouba chaque 15 jours. Et Jean-Luc Bion était l'invité. Et je crois que, comme on peut le constater sur la toile, toute la Côte d'Ivoire a écouté Jean-Luc Bion. Et il n'a pas eu la langue de bois. Il n'a pas été tendre avec Tidjane Thiam, et chose qui est d'ailleurs normale. Et ce qui me réjouit dans cette affaire, c'est que nous, sur cette plateforme, nous avons été les premières personnes à critiquer de façon très violente et très objective Tidjane Thiam. Et quand on est concentré sur quelque chose, par moments, on est incompris dans notre démarche. Mais c'est comme si nous étions, comment on appelle, des prophètes. Et aujourd'hui, Jean-Luc Bion a encore fait ce que nous avons toujours dit. Et quand on dit que Tidjane Thiam ne connaît pas la Côte d'Ivoire, mais c'est normal. Parce que quelqu'un qui est parti, ça fait 24 ans, mais tu retournes. Et le même gars vient nous parler de l'IDH. Et je crois que dans les propos de Jean-Luc Bion, quand vous les analysez, la partie où il dit que Yopougon avait 700 000 habitants, aujourd'hui, quand il retourne, il vient trouver que Yopougon a 2 millions d'habitants. Et donc, quand il nous parle de l'IDH, ça veut dire que c'est faux. Donc, Jean-Luc Bion est en train de lui dire qu'il ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas au parfum des réalités, il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. On peut tout dire de Jean-Luc Bion, mais je crois que Jean-Luc Bion, lui au moins là, il y a longtemps, il est là. Et nous avons dit que des gens qui ont travaillé pour maintenir le PDCI, alors que d'autres ont fui pour aller parce qu'il y avait eu un coup d'État. Mais si tout le monde avait fui pour partir, qui allait maintenir le PDCI pour que lui, le Sénégalais, vienne aujourd'hui réclamer la paternité du PDCI? Et donc moi je crois que Jean-Luc Bion, il est dans son élément, mais ce que aussi moi je dois dire, pour aller dans le même sens que toi, éclaireur, nous sommes en politique et toutes les stratégies sont les bienvenues, en tout cas pour se faire entendre et pour arriver à la tête du pouvoir d'État. Ça aussi c'est un facteur. Ça peut être un deal politique, mais pour le moment, nous on ne rentre pas dans ça. Ce que nous voyons, nous allons faire nos analyses en fonction des réalités et en fonction de la situation que nous vivons à l'instant T. Mais pour l'heure, nous disons que Jean-Luc Bion, il a tapé là où ça doit faire mal. Et la vérité que les repères du PDC ne veulent pas entendre, c'est ce que Jean-Luc Bion a dit. Tidjane Thiam ne connaît pas la Côte d'Ivoire et c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Quand bien même qu'ils savent que c'est la vérité, mais comme c'est des gens qui sont réfractaires à la vérité, ils n'aiment pas qu'on dise que Tidjane Thiam ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Mais il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais scolarisé quelqu'un en Côte d'Ivoire. Et Jean-Luc Bion, il a tellement bien décrit cette situation que nous, là, ça nous facilite la tâche. Et vous avez même vu, Jean-Luc Bion a fait des capsules qu'il a mis, son parcours, tout ce qu'il a eu à faire, et Tidjane Thiam. Allez-y, vous allez voir. Ça veut dire que ça fait très mal. Et je dis que le jeu politique devient intéressant. Et on va montrer la place de tout le monde. Chacun va connaître sa place ici en Côte d'Ivoire. Pour le moment, vous avez vu, le RDP ne bavarde pas. Mais nous, on est là, nous sommes en observation, et c'est pareil pour le PPACI. C'est la même chose qui se passe au PPACI. Et Awa Dombelo est sorti dans le dos de Laurent Gbagbo. Bientôt, lui aussi, il va sortir pour faire la même chose au PPACI.
Mais tout compte fait, les Ivoiriens savent qui en a la capacité de diriger la Côte d'Ivoire, qui n'en a pas la capacité de diriger la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens le savent. Quand vous prenez ces 10 dernières années avec la politique du président Hassan Ouattara, ça veut dire qu'on ne vient plus en politique ou on ne vient plus à la tête de ce pays-là pour venir se remplir les poches, pour venir gouverner dans le mépris et chercher à tuer les Ivoiriens. Tu viens à la tête de ce pays, tu viens travailler pour les Ivoiriens. Tout ce que tu as dit comme programme, il faut venir étaler ça et tu exécutes ton programme. Et moi, je ne suis pas sûr que cette race de politiciens qui veulent venir au pouvoir puisse réaliser le rêve des Ivoiriens, que ce que le président Hassan Ouattara a fait. Mais il reste encore à faire avec le président Hassan Ouattara, et il le dit, tant que Dieu va lui donner le souffle de vie, lui, on va continuer toujours à travailler pour la Côte d'Ivoire, à laver l'image de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui viennent aujourd'hui, ils ne viennent pas pour laver l'image de la Côte d'Ivoire. Je vais parler de Tidjane Thiam. Ils viennent simplement remplir leurs poches pour aller rembourser leurs crédits. Et partout où il est passé, il a fait tomber les banques là-bas. Regardez récemment au Gabon, j'ai écouté un panel que Mère Sali m'a envoyé, mais une Gabonaise qui se plaint, qui dit que récemment en 2024, Tidjane Thiam est allé solliciter, il allait au Gabon, et le nouveau venu là, le général Oligi, a sollicité son expertise et il a donné des conseils pour emprunter de l'argent un peu partout. Mais les conseils qu'il a donnés, mais quand les gens ont appliqué ces conseils-là, aujourd'hui, je vous assure que le Gabon n'arrive même pas à se retrouver. Et les gens se sont rendus compte que Tidjane Thiam les a trompés. Donc partout où il passe là, il sème, les troupes. C'est un fauteuil de troupes. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Et Jean-Luc Biel a dit, la Côte d'Ivoire est une entreprise, c'est pas la même chose. Les banques où toi tu as passé là, c'est là-bas on devait savoir que si tu viens à Côte d'Ivoire, tu pourrais faire mieux. Mais tu as fait tomber ces banques-là. Aujourd'hui, les banques-là sont fermées. Donc nous n'avons pas accepté que la Côte d'Ivoire soit fermée, alors que les voyants de l'économie sont devenus verts du fait du travail du président Hassan Ouattara. Donc, Tidjane Thiam n'a qu'à nous excuser, et les repères du PDCI, ils nous trouveront sur leur chemin. Bravo à Jean-Luc Bion, mais si c'est un deal politique, le LDP est prêt à parer à toute éventualité politique, ce qui va se présenter sur le terrain. Merci beaucoup, Éclaireur. Vraiment, merci beaucoup, le roi. Merci pour tout ce que vous avez dit. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Le roi, en 1 minute, on va vous laisser faire la conclusion. Demain, on se retrouve. D'accord, ok, merci. Comme on tient pris par le temps, on ne va plus aller loin. On va simplement dire merci beaucoup, comme on appelle, à tous ceux qui nous ont suivis et à tous ceux qui croient à notre combat, à tous ceux qui croient au président Hassan Ouattara, à tous les amis du RADP de rester mobilisés et de rester concentrés. 2025, ça a déjà commencé. Merci beaucoup et puis bonne soirée à chacun. Merci infiniment. Excellente soirée à vous-même. Merci de toute la détermination et bien des choses à toute la famille. Okay. Merci à tous et on se retrouve demain pour une autre séance d'analyse.